à la résurrection quantique. Et donc après, il y aura une période d'échange et de questions si vous voulez. Et le temps que j'arrive jusqu'à la caméra et ça commence. Bonsoir et merci encore d'être venu. Avant de commencer, j'aimerais bien remercier Madame Don et Lucien Alexandre aussi qui m'a beaucoup aidé. Donc on va commencer par une vidéo, comme ça vous allez à peu près comprendre de quoi on parle. Enfin, si vous ne connaissez vraiment rien sur l'univers, ça va vous aider. C'est gentil, ça va bien. Donc tout d'abord, je vais vous parler du Big Bang, ensuite de la matière noire et de l'énergie noire. Donc je vais vous parler de ces trois premiers thèmes pour expliquer ce qui va arriver ensuite. Donc le Big Crunch et le Big Rip, l'isolement cosmique, la dissipation de l'univers et la résurrection quantique. Donc le Big Bang est une théorie qui a été mise tout d'abord par Georges Lemaitre, un physicien belge, en 1930, car 10 ans auparavant, Edwin Hubble avait vu que l'univers est en expansion. Et il a eu donc eu l'idée de dire que l'univers, à un moment donné, il y a très longtemps, était très dense et très chaud. Et ensuite, c'est Fred Hoyle qui, en 1949, a créé le terme Big Bang. Tout d'abord, c'est quoi le Big Bang? Souvent, on croit que c'est une explosion, mais ce n'est pas vraiment une explosion, car pour qu'il y ait une explosion, il faut déjà que la chose qui explose soit sur un support. Mais là, en fait, le Big Bang, c'est l'univers lui-même. C'est l'espace et le temps qui étaient dans un point infiniment petit, qu'on peut appeler une singularité. Infiniment petit, c'est-à-dire, enfin, pas vraiment infiniment petit, mais très très petit. Et qui s'est mis à s'étendre. Et c'est l'espace et le temps qui s'étendent en même temps. Et donc la première image est une preuve, car avant, lorsque Georges Lemaitre a émis cette théorie, beaucoup de physiciens n'étaient pas d'accord avec lui. Et c'est surtout le rayonnement fossile, ou le fond diffus cosmologique, qui a permis de dire que le Big Bang est une théorie carrément valable et que c'était très possible. Car plus on voit loin, plus on voit dans le passé, car la lumière prend du temps pour venir jusqu'à nous. Et ça, c'est les rayonnements électromagnétiques les plus lointains que l'on puisse observer. C'est-à-dire, vous prenez un télescope très performant, vous essayez d'observer le plus loin possible, vous allez observer ça. Donc c'est le fond diffus cosmologique, c'est les résidus du Big Bang. C'est un moment où l'univers était très petit, enfin plus petit que maintenant, très dense et très chaud. Donc je vais ensuite vous parler de la matière noire. Donc qu'est-ce que la matière noire, encore une fois? Est-ce que c'est une matière qui est noire? Donc on sait à peu près que la matière noire compose 23% de notre univers. Et on a pu voir cela car tout d'abord c'est Fritz Zwicky et Vera Rubin, et c'est surtout Vera Rubin qui va confirmer la présence de matière noire.
car on a plus, la matière noire est une matière très dense, et très massive surtout, que l'on n'arrive pas à observer, car elle n'interagit pas avec la lumière. Et pas mal, on pense qu'elle est faite de particules qui s'appellent les Weakly Interactive Massive Particles. Et c'est Vera Rubin qui a fait des études sur les galaxies et les étoiles. Car par exemple, dans le système solaire, plus une planète est loin du Soleil, moins elle tourne vite autour du Soleil. Mais elle a vu que dans une galaxie, ce n'était pas le cas. Donc plus une étoile est, normalement, plus une étoile est vers la périphérie de la galaxie, moins elle devrait tourner vite. Mais elle a vu que les étoiles qui étaient au centre, vers le centre, et les étoiles qui étaient dans la périphérie, tournaient exactement à la même vitesse. Et donc cela voulait dire qu'une masse invisible était présente dans la galaxie. Et c'est là qu'on a dit que peut-être il y a une matière qu'on n'arrive pas à observer qui est largement plus massive que la matière ordinaire périodique. Pas mal de gens ont essayé de contredire cette théorie, comme quoi il n'y a pas de matière noire. On a même essayé de changer la relativité générale. Mais on a quand même observé des galaxies qui étaient faites pratiquement de 99% de matière noire, donc ça ne marchait pas vraiment. Ça c'est... Je vais souhaiter. C'est bon? Donc on arrive à l'énergie noire. L'énergie noire a été observée lorsque on savait déjà que l'univers était en expansion. Mais lorsqu'on a observé des objets très lointains, on a vu que la vitesse, tout d'abord on a vu qu'elle s'éloignait à une certaine vitesse, ça on l'a vu grâce à l'effet Doppler-Fizeau. Donc plus une galaxie s'éloigne, si un objet s'éloigne de nous, le rayonnement électromagnétique qu'il émet tendra vers le rouge, et s'il s'approche de nous, le rayonnement électromagnétique tendra vers le rouge. Et on a vu que partout on regardait, pas juste à un endroit, mais partout, toutes les galaxies qu'on observait s'éloignaient de nous, sauf Andromède, mais ça c'est parce que la Voie lactée et Andromède vont bientôt fusionner, enfin bientôt dans 5 milliards d'années. Et donc on a vu que lorsqu'on observait un objet très lointain, la vitesse dont il s'éloigne augmentait. Ça veut dire que l'univers, l'expansion de l'univers la vitesse d'expansion de l'univers est en train d'augmenter. Et la seule explication qu'on a trouvée, c'est qu'il y a une énergie qu'on n'arrive encore une fois, qu'on ne peut pas observer, qu'on ne sait pas trop ce que c'est, certains appellent ça l'antigravité, qui pousse l'univers à s'étendre, car l'accélération de la vitesse de l'expansion de l'univers a tout d'abord diminué, puis à partir d'un certain point que l'on observe ici, a commencé à accélérer. Donc on arrive au Big Rip et au Big Crunch. Donc le Big Rip, c'est dans le cas où l'accélération continue. Donc on arrivera à un point où l'espace s'étendra continuellement. Et jusqu'à un point où cette expansion va tout d'abord causer le chaos, les forces gravitationnelles ne seront plus assez élevées pour résister à cette expansion. Et ça arrivera jusqu'à un point où même les forces électromagnétiques, les interactions faibles et fortes seront trop faibles pour résister à cette expansion. Donc pour faire simple, même les atomes vont commencer à se désintégrer. Dans le cas contraire, où l'univers va commencer à ralentir, l'accélération va commencer à être négative, c'est-à-dire que la vitesse va diminuer, c'est le Big Crunch, c'est-à-dire que l'univers va tout d'abord s'étendre, ce qui est le cas actuellement, puis commencer à rapetissir et peut-être reformer une singularité. C'est une théorie, on l'appelle la théorie de l'univers cyclique, comme quoi, tout d'abord on a une singularité, le Big Bang, ensuite, nous l'environ là, qui a
qui a une taille maximale et que l'univers va commencer à se contracter et redevenir une singularité, etc. L'isolement cosmique. Donc j'ai préféré garder la diapo noire parce que c'est ce qu'on n'observe pas si ça arrive. Donc l'isolement cosmique, c'est le cas où si le Big Crunch ne se produit pas, c'est le cas où si l'accélération de la vitesse d'expansion de l'univers augmente, donc par exemple, c'est comme une voiture qui accélère de 1 km/h tous les kilomètres. Et bien à partir d'un moment, la vitesse d'éloignement d'une galaxie par rapport à l'autre va surpasser celle de la lumière. Ça ne contredit pas le fait que rien ne dépasse la vitesse de la lumière, c'est juste l'expansion de l'univers. Donc si on arrive à ça, d'après encore une fois l'effet Doppler dans le FISO, on n'arrivera plus à observer les galaxies qui s'éloignent de nous à une vitesse qui sera supérieure à celle de la lumière. Et donc, à part, on arrivera toujours à observer ce qu'il y a dans notre galaxie, ou peut-être même dans notre galaxie, mais on n'arrivera plus du tout à partir de la limite de notre galaxie, ça sera tout noir, on ne verra rien. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'isolement cosmique. On sera un peu seul. Ensuite, la dissipation de l'univers. Donc la dissipation de l'univers, c'est lorsque tout d'abord, là on peut dire qu'on est dans l'ère des étoiles, c'est-à-dire que les étoiles rayonnent, elles sont là, voilà quoi, elles sont un peu partout, mais il arrivera un jour où les étoiles ne se formeront plus, car une étoile, lorsqu'elle arrive en fin de vie, elle peut soit devenir une naine blanche, et si elle est plus massive, elle peut devenir une étoile à neutrons. Ça dépend de sa masse. Par exemple, le Soleil deviendra une naine blanche dans environ 5 milliards d'années. Et elle peut sinon devenir un trou noir si elle a environ une masse qui est plus élevée de 2,7 masses solaires. C'est-à-dire une étoile qui est 2,7 fois plus massive que le Soleil deviendra un trou noir. Donc, les étoiles, elles ont un cycle. Si elles explosent, puis ensuite ça peut former d'autres étoiles avec les gaz qui restent, mais il arrivera un moment où il n'y aura plus assez de gaz pour former des étoiles. Donc ça sera la fin de l'ère des étoiles. Il y aura aussi la fin de l'ère des trous noirs, car les trous noirs, ils sont là, mais Stephen Hawking a calculé que les trous noirs émettent un rayonnement. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de s'évaporer, on peut dire ça, et qu'un jour ils disparaîtront. Donc on arrivera à une ère où il n'y aura plus d'étoiles, plus de trous noirs, et donc aussi plus de planètes, et une ère où régneront les particules subatomiques, comme des électrons par exemple, car tout d'abord on a vu que à force de s'étendre l'univers, la gravité ne sera plus assez forte pour réunir les choses. Donc, et ensuite, il ne restera plus que des particules un peu partout dans l'univers. Et enfin, ça c'est une image d'un trou noir, une image de synthèse, la résurrection quantique. Donc la résurrection quantique, par Boltzmann, dit que, d'après la physique quantique, même dans le vide, de la matière peut se créer. C'est assez complexe, donc on ne va pas rentrer dans les détails. De la matière. Des particules peuvent se créer. Et donc, il y a des faibles probabilités pour que, par exemple, un jour, les matières. En fait, dans le vide, il y a des particules et des antiparticules qui se créent. Et souvent, c'est une particule et une antiparticule, lorsqu'elles rentrent en contact, elles se désintègrent et forment de l'énergie. Et donc là, il y a une faible probabilité qui dit que peut-être au bout d'un moment ça formera de l'hydrogène, etc. Ça peut même s'accumuler. Mais le problème c'est que, on a dit que ça avait une probabilité très faible, mais là c'est dans le cas où on suppose que l'expansion de l'univers est continue, qu'il n'y a pas. Que certaines choses qu'on a dit avant qui empêcheraient la résurrection quantique n'arrivent pas.
car ce qu'on a dit avant, en fait, ça dépend surtout de la quantité d'énergie noire et de matière noire qu'il y a dans l'univers, mais on ne sait pas exactement quel pourcentage de matière noire il y a, etc. Donc c'est assez difficile de vraiment prédire. Mais la résurrection quantique dit que si l'univers est en expansion et qu'il n'y a pas de limite, donc ça veut dire que l'expansion dure infiniment, ça veut dire qu'il y a un temps aussi infini. Donc sur un temps infini, tout ce qui est possible arrivera. Donc c'est possible que la Terre revienne et que nous aussi, Surya exactement comme moi, reviendra dans des milliards d'années, peut-être. Même vous. Et donc ce qu'on appelle la résurrection quantique, c'est, comme on en a parlé avec Alexandre, c'est assez philosophique. Donc l'univers peut avoir plusieurs destins, pas vraiment une fin, d'après ce qu'on a vu, sauf le Big Crunch, mais l'univers est toujours là. Et merci beaucoup.